Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité, c'est Thierry Santa, le président du 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Un 16e gouvernement qui joue les prolongations. Il y a 2 mois, jour pour jour, c'était le 2 février, les indépendantistes démissionnaient et faisaient chuter votre gouvernement. Depuis, vous êtes toujours aux commandes. Vous avez même dû gérer une 2e crise sanitaire. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Est-ce que vous en avez un peu assez de cette situation intermédiaire qui ne se termine pas ? Alors, ce que je vous dirais, moi, c'est surtout aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est plutôt un sentiment un peu de fierté. Je suis fier que les Calédoniennes, les Calédoniens, les institutions de la Nouvelle-Calédonie, les directions des services des institutions en général, et peut-être en particulier la DAS, ont permis quasiment de retrouver notre statut précédent, même si on a encore cette semaine où les gens doivent rester vigilants. C'est plutôt un sentiment de fierté aujourd'hui que je ressens. Mais vous l'avez dit d'une certaine façon, j'ai aussi, je l'ai dit sur votre antenne déjà au dernier entretien que nous avons eu, j'ai encore quand même le sentiment de courir un 100 mètres avec des boulets aux pieds. Alors je le dis, ça fait 2 mois, un jour pour jour, que le gouvernement est tombé. Hier, c'était la 3e tentative pour élire un président, 3e échec. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Pourquoi, selon vous, les indépendantistes n'arrivent pas à trouver un accord ? C'est quoi le vrai problème ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors, en réalité, il y a eu 4 tentatives, puisque hier, on a eu 2 tours, et à chaque fois avec exactement le même résultat. 4 voix pour l'AEC, 3 voix pour l'UNI, 3 voix pour l'UC et 1 voix donc Calédonie Ensemble. Donc exactement le même résultat que les tentatives précédentes. Moi, ça me permet, si vous me le permettez, pour répondre à cette question, ça me permet surtout de rappeler quand même que les indépendantistes, depuis qu'il n'y a plus de majorité absolue par un groupe, que ce soit au Congrès et a fortiori donc au gouvernement, les indépendantistes ont toujours participé au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, soit en s'alliant avec les uns, soit en s'alliant avec les autres. Là, la difficulté à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui, c'est qu'ils sont susceptibles de prendre le pouvoir ensemble. Et là, on constate véritablement un vrai blocage qui empêche finalement l'élection et l'installation de ce 17e gouvernement. Mais c'est quoi ? C'est des questions de programme ? On pouvait penser qu'ils avaient un certain nombre de points d'accord, notamment sur une réforme fiscale. C'est une question de pouvoir simplement ? C'est une question de personnes entre Louis Mapou et Samuel Népéoun ? Je vous répondrai les 3, Madame Noire, parce que clairement, on sent qu'il y a une vraie difficulté pour les uns de voter pour Samuel Népéoun, qui est peut-être quelqu'un plutôt modéré, avec une vision libérale, je vais dire, économique, et pour les autres de voter pour Louis Mapou, qui, à l'inverse, a vraiment une image plutôt de gestion un peu collectiviste, je vais le dire comme ça, de la société. Donc il y a une vraie différence de vision de la société entre l'UNI d'une part et l'UC d'autre part. Mais bon, on sait aussi qu'il y a des histoires anciennes de relations personnelles qui font que les choses ne sont pas simples. Un des membres, sans dévoiler peut-être de secret, mais un des membres hier, quand le commissaire nous a réunis, m'a clairement dit qu'il était difficile de trouver des accords avec les anciens. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Donc on sent qu'il y a quand même un passif assez lourd et qui fait que les choses sont très compliquées entre eux. Mais 2 mois après, est-ce que maintenant, et c'est la question que posent souvent les Calédoniens, est-ce que vous avez compris pourquoi ils avaient fait tomber le gouvernement ? D'autant plus que manifestement, ils ne sont pas prêts à trouver une solution. Ils avaient pu prévoir ce cas de figure. Ils devaient imaginer, en faisant tomber le gouvernement, qu'il serait majoritaire et qu'il devrait prendre les commandes. Plus les jours passent et plus je constate la situation, plus je commence à avoir la conviction que d'une certaine manière, ça a été un coup de sang des groupes politiques concernés. Je vous rappelle le contexte, on était encore en pleine discussion sur le dossier de Vallée. Les antagonismes étaient encore très très forts à ce moment-là. Et les discussions n'étaient pas abouties. Et il y a eu l'organisation de ce Conseil des mines qui était officiellement, eux-mêmes le disent, la raison
de la chute du gouvernement. Et là, on se retrouve vraiment face à la difficulté de nos institutions en général, puisque au sein de ce gouvernement, au sein du gouvernement en général, l'objectif, c'est quand même d'essayer de trouver des consensus ou des majorités, même quand aucun groupe n'est majoritaire. Donc ça nécessite forcément des discussions et des compromis pour produire un texte qui est ensuite déposé sur le bureau du Congrès. Et le Congrès, c'est l'instance politique par excellence, ou au contraire, c'est le principe de confrontation des idées politiques qui prévaut. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, on avait même réussi, rappelez-vous, à trouver un équilibre pratiquement budgétaire, puisque le débat d'orientation budgétaire, le jour même, avait été adopté à l'unanimité, je précise, à l'unanimité des membres du gouvernement. Et donc le jour même, la décision de faire chuter le gouvernement a été prise par les deux chefs de groupe, Louis Mapou d'un côté et Pierre Chanel-Tutugoro de l'autre. Et donc c'est vraiment la caricature de ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, de cette différence de fonctionnement de ces deux institutions, qui pourtant sont censées être proches l'une de l'autre, parce que je rappelle que c'est bien le Congrès qui élit les membres du gouvernement, et que le gouvernement est censé représenter la répartition politique du Congrès. Mais les principes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai qu'on a vu souvent les groupes politiques voter contre ce qu'avaient voté leurs membres du gouvernement. Donc le problème existe effectivement. Alors dans tout ça, il y a eu les déclarations du président de l'UC qui ont marqué la semaine dernière, Daniel Goa, qui a laissé entendre, quand on l'interrogeait sur ce blocage pour l'élection du président, que les loyalistes devaient renvoyer l'ascenseur aux indépendantistes. Parce que, disait-il, les indépendantistes ont eu l'occasion de débloquer la situation du gouvernement il y a quelques années. Comment est-ce que vous l'interprétez, et est-ce que des discussions ont lieu entre vous et les indépendantistes ? Alors j'ai effectivement entendu ça, et je pense, pour être honnête avec vous, que les 2 tours qui ont été demandés hier par le groupe uni étaient destinés à vérifier si il n'y avait pas eu un accord entre l'AEC et l'UC pour que l'AEC vote pour le candidat de l'UC. Ça, c'est mon interprétation. Je rappelle, et je l'ai déjà dit, le groupe AEC est le groupe le plus important du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est le groupe qui a 4 membres du gouvernement, contrairement aux autres qui en ont 3 ou 1. C'est le groupe qui représente la majorité, enfin la sensibilité majoritaire ici en Nouvelle-Calédonie, non indépendantiste. Et donc il n'est pas concevable que ce groupe vote pour un indépendantiste. Je l'ai dit, je le répète, si une solution doit être trouvée, c'est pas du tout une solution de ce genre qui est envisagée. C'est pas un renvoi d'ascenseur. Vous n'allez pas voter les non-indépendantistes en faveur d'un indépendantiste pour débloquer la situation. Ça n'a rien à voir. À l'époque, quand effectivement, et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que les indépendantistes ont toujours participé au pouvoir, parce qu'effectivement, compte tenu de la division qui existait, et là ça existe encore, au sein du groupe non indépendantiste, c'est effectivement les indépendantistes qui faisaient la bascule et qui permettaient que le gouvernement se mette en place et qu'il puisse fonctionner. Là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Je le répète, l'AEC est le groupe qui représente la majorité, l'expression majoritaire de la population calédonienne. Donc on ne peut pas imaginer que cette majorité, finalement, installe un représentant minoritaire, a fortiori quand cette minorité est elle-même divisée en 2. Bon, donc, mais on voit bien que c'est un blocage, même si ça ne fait que 2 mois, va-t-on dire. On a connu des crises qui ont duré plus longtemps. Mais combien de temps ça peut durer ? Et selon vous, si vous avez une idée, comment est-ce que ça peut se terminer ? Alors, ce que je peux surtout dire, c'est que ça peut pas durer éternellement. On arrive à un stade aujourd'hui, vous le savez, où l'État prend en charge le budget de la Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, il va devoir équilibrer ce budget avec l'équivalent des recettes estimées de l'année précédente. Et sur la base de ces éléments-là, il devra prendre des décisions extrêmement dures. Et parmi ces décisions, on sait tous d'ores et déjà que tout ce qui est subvention aux associations ne fera pas partie des priorités. En l'occurrence, le budget d'investissement très probablement va être divisé par 2, même peut-être davantage. On était parti sur une volonté d'envisager un investissement un peu équivalent aux années précédentes de 8 à 9 milliards. Là, si on arrive à 4 milliards, tout le monde sera content. Les déficits sociaux ne pourront pas être comblés dans le cadre d'un budget d'office de l'État. Donc il y a toutes ces
éléments-là, et j'oublie toutes les charges supplémentaires quand même de la crise sanitaire que nous vivons, avec le chômage partiel donc qui a été voté par le Congrès, avec les charges en matière de confinement de quatorzaine de sas à l'entrée qui vont se poursuivre encore pendant quelques mois. Donc tout ça fait que l'État, dans le contexte tel qu'il l'envisage et qui est le contexte réglementaire dans lequel il se trouve, c'est-à-dire de faire un budget avec l'équivalent de recettes de l'année précédente, ne pourra pas faire face à toutes ces mesures. Et donc on va très vite, se trouver face à des situations complexes qui nécessitent de toute façon l'installation d'un gouvernement, un vrai gouvernement opérationnel, qui pourra prendre à ce moment-là les mesures nécessaires pour trouver les équilibres globaux. Mais alors, on fait comment? Parce que même les indépendantistes, on les entend dire il faut un gouvernement de plein exercice. Eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Vous voulez pas voter pour eux. Comment est-ce qu'on en sort? Peut-être à un moment donné... Même si la balle n'est pas forcément dans votre camp, mais il faut bien en sortir, tout le monde est d'accord. Je pense que peut-être qu'il faut sortir justement un peu de nos clivages les uns et les autres et essayer de renouer le dialogue entre nous, et là je parle de toutes les composantes du gouvernement calédonien, en ayant à l'esprit que le gouvernement, je le dis, est une instance de gestion du quotidien des Calédoniens et qui permet donc de faire face à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Mais en ayant à l'esprit, encore une fois, la réalité démocratique de notre pays. Donc une solution de compromis qui permettrait d'élire pas un président indépendantiste si on veut tenir compte de la... Clairement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça ne peut pas être un président indépendantiste compte tenu de la réalité démocratique de la Nouvelle-Calédonie. En attendant, quelles sont les conséquences de cette absence de gouvernement? Vous nous parliez du budget. Hier, le haut-commissaire vous a présenté le dispositif aux membres du 17e gouvernement. Mais paradoxalement, c'est le 16e gouvernement qui va devoir valider le budget, parti comme on est. Très probablement que ce sera effectivement le 16e gouvernement qui donnera un avis, puisque la procédure veut que les choses se passent de cette façon-là. L'État prépare donc un projet de budget et soumet ce projet de budget à un avis de la Chambre territoriale des comptes et à un avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc à l'occasion de cet avis, on fera part de nos observations dans le cadre du budget qui aura été établi par l'État. Et cet avis devra être pris en considération. Et si ce n'est pas le cas, l'État devra motiver le fait de ne pas prendre en considération les avis tant de la CTC que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Concernant la présidence, pour y revenir rapidement, il y a quand même des discussions entre vous pour l'instant où vraiment les indépendantistes, ils disent qu'ils discutent beaucoup, qu'ils discutent entre eux, qu'ils ne trouvent pas d'accord, ça fait 2 mois. Il y a des discussions transversales entre les groupes Il y a toujours des discussions, Madame Noire. Parce que vous voyez régulièrement. On se voit tous les jours, donc forcément qu'il y a des discussions. Il n'y a pas de négociation, clairement, entre l'AEC et les indépendantistes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils restent dans une logique de recherche d'une solution entre eux, tout en constatant l'échec de cette solution. Et ce que j'espère, c'est que justement, maintenant, on commence à rentrer peut-être dans des discussions plus larges, où chacun met sur la table un peu ses attentes, et qu'ensemble, on essaye de construire un gouvernement consensuel, de combat, face à nos contraintes fortes, encore une fois, sanitaires, budgétaires, économiques, sociales, qui sont face à nous, et qui nécessitent peut-être encore à nouveau de mettre de côté nos clivages profonds politiques. Alors vous avez effectivement dû également gérer une deuxième crise sanitaire avec un gouvernement qui n'était pas de plein exercice. Ça vous a pénalisé ou à l'inverse vous aviez l'expérience puisque vous en aviez déjà géré une il y a 1 an? Est-ce que ça a facilité les choses? Indéniablement, l'expérience, comme vous dites, qui a été la nôtre, mais quand je dis la nôtre, c'est encore une fois de manière très large. La nôtre au sens institution, toute institution confondue, mais la nôtre au sens calédonienne et calédonien. Je pense que, contrairement à l'année précédente où, rappelez-vous, les gens avaient peur, parce que personne ne connaissait véritablement l'impact de ce virus au niveau santé. Et donc, il y avait eu une peur qui s'était installée partout, où des salariés ne voulaient même pas aller travailler, où les entreprises elles-mêmes décidaient de fermer, alors que, en définitive, les dispositions étaient quasiment les mêmes,
entre l'arrêté de confinement que nous avions pris avec le haut-commissaire en mars 2020 et l'arrêté de mars 2021, on avait quasiment reproduit, à quelques exceptions près, les mêmes dispositions. Mais à l'époque, on était dans cette peur générale. On avait aussi le gros souci du manque chronique de masques, ce que nous n'avons pas connu cette fois-ci. Donc cette expérience générale, cette connaissance un peu plus fine du virus, à la fois par nos scientifiques, par notre autorité sanitaire, mais plus généralement par la population en général, je crois a permis de limiter l'impact. Je pense que l'impact social, économique de ce confinement sera moindre que celui que nous avons connu l'année dernière. Et cette fois-ci, la gestion conjointe entre vous-même, enfin entre le gouvernement et le représentant de l'État, ça n'a pas causé de problème. On se rappelle qu'il y a un an, ça avait fait de forces déclarations. Là, cette fois-ci, tout le monde l'a admis maintenant. Ça a été un peu naturel. Il n'y a pas eu, je vous le confirme, de réaction comme on en a pu en connaître l'année précédente. Tout le monde a compris que c'était peut-être pas le sujet, qu'il y avait une autre urgence, en l'occurrence à gérer de santé publique et protection surtout des Calédoniens, et que cette polémique entre compétences Nouvelle-Calédonie, compétences État n'intéressait personne. Dans l'absolu, la décision a été la même d'une co-gestion avec le représentant de l'État et d'une signature commune sur chacun des arrêtés que nous avons pris. Si un jour certains s'amusent à faire des contentieux, au moins on est sûr qu'il y aura une des deux signatures qui sera correcte. Alors hier, vous avez annoncé avec le haut-commissaire justement un déconfinement, on dit quoi, adapté, progressif, c'est les deux se valent. Comment est-ce que vous avez pris la décision et est-ce que c'est pas un peu prématuré? On voit que le reste du monde est encore confronté au Covid. La métropole vient d'annoncer un quasi-reconfinement, même si le terme n'est pas prononcé. Est-ce que nous, on va pas un peu trop vite finalement? On a toujours essayé d'adapter nos décisions à la réalité épidémiologique de la Nouvelle-Calédonie, avec ce souci permanent à la fois de protéger, c'est vraiment le principal souci, la santé des Calédoniens, mais sans que ces décisions, ou de manière à limiter au maximum l'impact ensuite social et économique des décisions que nous avons prises, que nous prenons. Et donc à chaque fois, c'est dans cet état d'esprit-là que les choses se sont faites. Vous avez complètement raison de faire cette comparaison avec la métropole, parce que la conviction de la stratégie qui nous a guidés de Covid-free, d'aller chercher en permanence le caractère Covid-free de la Nouvelle-Calédonie, a été pour nous la conviction que cette situation Covid-free était la meilleure économiquement parlant. Et qu'on faisait tout pour pas se retrouver dans la même situation que tous les pays quasiment du monde, à être en permanence, à équilibrer l'impact économique des mesures et les capacités hospitalières de traitement des malades, avec des confinements, des déconfinements, des reconfinements. Je constate que l'État aujourd'hui a pris une décision extrêmement dure qui finalement correspond à la politique du stop and go que nous mettons en place, dont nous nous sommes beaucoup inspirés de la Nouvelle-Zélande en particulier, mais qui était finalement lié à cette stratégie calédonienne de rechercher ce statut Covid-free qui est malgré tout le meilleur pour l'économie calédonienne. Je mets de côté, bien entendu, tous les secteurs d'activité durablement impactés, en particulier ceux en lien avec le tourisme international, mais qui font l'objet de soutien par le gouvernement, par les provinces, par l'État, pour limiter aussi l'impact économique qui les concerne. Alors hier, vous avez dit que le risque que le virus circule au sein de la population calédonienne est désormais très faible. L'objectif, c'est clairement de revenir à un statut de Covid-free, même si les francophones n'aiment pas trop l'expression. Ce sera vrai quand? À quel moment on pourra dire ça y est, on en est sorti, on est à nouveau dans une période de Covid-free? Je l'espère, le lundi 12 avril prochain, si tout se passe bien, si les résultats restent favorables. Je parle bien sûr des derniers résultats de tests qui sont en attente. Si les Calédoniens continuent à respecter les consignes, on n'en est pas encore au stade du Covid-free. On demande encore aux Calédoniens de rester vigilants, de respecter les gestes barrières, de continuer à porter les masques, de manière à ce que, si par malheur à nouveau un cas dans la population se déclare, que très rapidement on puisse le circonscrire, identifier les personnes contacts, les isoler et donc empêcher la propagation, casser tout de suite la chaîne de transmission du virus. C'est toute cette stratégie qui est mise en œuvre depuis le début de l'année 2020. En réalité, c'est ce que nous avons en tête depuis le début et qui a permis d'arriver aux résultats qui sont les nôtres. La création de clusters, c'est la crainte aujourd'hui, c'est le risque à éviter.
ça peut vraiment être possible parce qu'on a l'impression que, vous dites, le virus circule très faiblement. S'il n'y a pas de cas avérés, il ne peut pas y avoir de cluster non plus. Justement, le problème du virus actuel, je vous rappelle qu'on est quand même face au variant anglais, qui est un virus qui est beaucoup plus contagieux que le virus originel, en plus avec des formes plus sévères que le virus initial. Et donc face à ce type de virus, le simple cas positif qui peut apparaître dans la population, je parle bien dans la population, parce que dans nos SAS sanitaires, les choses sont gérées, les personnes sont isolées, donc il n'y a pas de risque de transmission. Mais si un cas se déclare dans la population, avec ce type de virus, avec ce variant du virus, il y a un vrai risque de propagation rapide. Et donc il faut être très vigilant et très réactif, surtout, pour très vite, encore une fois, cibler, identifier toutes les personnes contacts, les isoler pendant les 14 jours, comme toujours, par rapport à la date du dernier contact avec la personne positive, et un test de PCR à l'issue de ces 14 jours pour s'assurer que la personne n'a pas été contaminée. Alors la question est peut-être stupide, mais pourquoi est-ce que la Calédonie est épargnée à ce point? Quand même, on est obligé de le constater par ce virus. C'est uniquement, vous allez me dire, parce que vous avez une gestion exceptionnelle de la crise sanitaire, ou il y a d'autres raisons? Parce qu'on voit quand même tous les pays, et puis on voit dans la région la Polynésie qui l'a pris de plein fouet, Wallis-et-Futuna récemment, la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est dans un état épouvantable. Donc c'est pas uniquement des raisons climatiques ou géographiques. Comment ça s'explique? Est-ce que les scientifiques qui vous entourent ont des éléments pour vous expliquer cette protection? Je n'ai pas la prétention de dire qu'on a été exceptionnel, mais je le constate, le fait est quand même que la gestion par nos autorités sanitaires, par notre groupe d'experts, par, encore une fois, les Calédoniens en général, c'est tout ça qui nous a permis d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés. C'est bien parce que, au niveau institutionnel, nous avons porté le même discours, même si de temps en temps il y a des petites expressions un peu différentes, mais globalement parlant quand même, le discours a été le même. Les Calédoniens ont respecté les consignes. L'ADAS a fait son travail de manière exceptionnelle. Quand je dis hier dans ma déclaration que l'ADAS a travaillé jour et nuit, y compris les week-ends, depuis décembre 2019, parce qu'on a été un des premiers pays, je le rappelle, en janvier 2020, à mettre en place déjà une surveillance à l'aéroport avant même tous les autres pays du monde. Et c'est ça qui nous a permis finalement de garder cette avance par rapport au reste du monde et du coup de pouvoir nous inspirer de ce qui se passe ailleurs dans le monde et de pouvoir adapter nos protocoles, nos mesures en fonction de cette connaissance qui était la nôtre de plus en plus précise, mais la connaissance mondiale était de plus en plus fine de la nature du virus et de sa manière de se propager et hélas d'engendrer des formes sévères de maladie. C'est ça qui nous a permis finalement, encore une fois, d'atteindre cet objectif. Je pense pas que la Calédonie soit bénie des dieux, mais peut-être. Peut-être qu'il y a une raison climatique, mais pour l'instant, c'est pas un élément avéré. Et en tout cas, ça fait pas l'objet de nos discussions. Nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est encore une fois de prendre des mesures proportionnées à la situation épidémiologique, avec cet objectif de Covid-free, et donc un SAS à l'entrée, de plus en plus solide. Probablement qu'il va falloir le renforcer, puisqu'on est face à ce variant qui est différent du virus initial. Toute la discussion sur la vaccination dont vous avez très probablement entendu parler. Donc c'est cette logique-là qui finalement a été mise en œuvre et respectée surtout par tous. Mais alors à l'inverse, et maintenant je pense que les investigations sont à peu près terminées, qu'est-ce qui explique cette série de mauvais coups qui ont été enregistrés avec 3 épisodes de contamination, les cas venus de Wallis-et-Futuna, la contamination de 26 passagers du vol Paris-Tokyo-Nouméa, le cas d'un agent aéroporteur, d'un seul coup, en même temps. Comment ça s'explique comment c'était? Il y a eu un manque de vigilance à un moment ou... Non, vous savez, le cas de le cluster Wallis-et-Futuna a été, et forcément, tout le monde l'a compris, lié au fait qu'on était dans une bulle où les déplacements se faisaient sans contrainte entre nos deux territoires, puisque les protocoles d'entrée étaient les mêmes. Hélas, maintenant on le sait, le virus est introduit à Wallis-et-Futuna et donc s'est introduit en Nouvelle-Calédonie par l'intermédiaire de cette bulle sanitaire. Donc là, clairement, la bulle a été... On oubliait les bulles, là. La bulle a été annulée et très sincèrement, on n'est plus dans la recherche de bulles par ailleurs, même si, vous le savez, on avait travaillé avec le Fidji, avec le Vanuatu. Tout ça a été mis en stand-by. On va
essayer d'atteindre notre immunité collective par la vaccination, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Chaque chose en son temps, et on envisagera à nouveau d'ouvrir notre ciel à ce moment-là. Donc l'épisode Waïs et Futuna est lié à cette bulle qui existait. Le cas du vol, où on a déterminé 26 cas positifs sur ce vol, ça montre tout simplement qu'on est entouré du monde, où le nombre de contaminés augmente, où le virus, encore une fois, variant anglais, se développe plus vite, se propage plus vite et plus contagieux. C'est ce que ça démontre, mais ça démontre que notre SAS, finalement, est efficace, puisque toutes ces personnes-là n'ont pas disséminé dans la population, ont été isolées, ont été traitées, ont été même beaucoup d'entre elles guéries. Et enfin, le dernier cas concernant le personnel de la plateforme aéroportuaire, là aussi, dès qu'on a eu cette introduction première du virus le 7 mars dernier, tout de suite un protocole de contrôle de tous les personnels de la plateforme aéroportuaire, des personnels qui travaillaient dans les hôtels de quatorzaine, a été mis en place et a permis d'identifier ce cas qui n'était a priori pas lié directement, en tout cas, même si très probablement indirectement, à des déplacements internationaux, et de pouvoir l'identifier tout de suite, de pouvoir l'isoler tout de suite, de pouvoir identifier les 15 personnes à risque autour de lui, personnel ou professionnel, de les isoler, de les surveiller, et c'est entre autres parmi ceux-là qu'on attend des résultats encore la semaine qui vient. C'est finalement tout ce dispositif qui a permis, encore une fois, d'atteindre l'objectif que nous étions fixés. Et à l'avenir, comment est-ce qu'on fait pour éviter que ce type d'incidents, d'événements se reproduisent à nouveau? Vous avez évoqué des alertes possibles. Il y a le risque zéro n'existe pas. Je le dis, je le redis, je continuerai à le dire. Mais quand on a cette stratégie de Covid-free, ça veut dire qu'il faut, en parallèle, avoir le SAS à l'entrée le plus efficace possible. Il a montré son efficacité, mais le constat, c'est ce que je viens de dire, nouveaux virus, nouveaux variants, plus contagieux, plus dangereux, politique vaccinale en parallèle pour aller chercher l'immunité collective, mais déjà protéger nos plus fragiles dans la population. Et donc ce SAS à l'entrée est vraiment l'élément central quelque part de tout ce dispositif, de toute cette stratégie, d'où la réflexion qui est la nôtre, de le renforcer à nouveau, de trouver les moyens de vérifier que les gestes barrières sont bien appliqués dans les avions, d'essayer de faire en sorte que les tests PCR 72 heures avant l'embarquement soient valides, parce qu'hélas, on entend, et vous l'avez entendu, des trafics de tests PCR ou de certificats de tests PCR, et à l'arrivée, parce que c'est là où on maîtrise véritablement les choses, cette réflexion sur l'obligation que les personnes qui exercent sur un métier en contact avec les passagers soient vaccinées. Ça me permet, si vous me le permettez, Madame Noir, d'apporter une précision sur ce sujet, parce que j'entends beaucoup de choses en ce moment. Ça suscite beaucoup de réactions, oui. Beaucoup de mails, les membres du gouvernement en ce moment à ce sujet. Il ne s'agit pas d'obliger les gens de se vacciner. Le choix est toujours possible. Une personne a toujours le choix de se faire vacciner ou pas. Par contre, en tant qu'autorité responsable de la santé de tous les Calédoniens, nous devons tout faire pour s'assurer, encore une fois, que notre SAS est efficace. Et donc il s'agit de dire que sur ces emplois-là, ces types d'emplois-là qui sont en contact avec les passagers, que sur ces emplois-là, les gens qui exercent sur ces emplois-là soient vaccinés. Ils ont le choix. S'ils ne se font pas vacciner, ils n'exercent plus ces métiers-là qui sont en contact avec la population. C'est peut-être un peu subtil, mais ça me permet quand même de dire et de répéter que les gens gardent le choix personnel de se faire vacciner ou pas. Mais ça veut dire avec possibilité de révocation pour des agents qui n'accepteraient pas, qui refuseraient de se faire vacciner. Ça veut dire une possibilité de réaffectation sur un autre poste, ça veut dire une possibilité de chômage partiel, ça veut dire effectivement, dans l'absolu, peut-être pour certains cas, une révocation. Enfin, ça veut tout dire, mais ça veut surtout dire que les gens qui vont travailler sur ces postes-là devront être vaccinés. C'est pas encore acté. La discussion est toujours en cours au gouvernement, en collégialité, et même avec nos partenaires État, province, les institutions, comme toujours. Mais mon objectif, c'est celui-là. Maintenant, s'il est acté, il sera mis en œuvre. Si, au final, la décision collective n'est pas d'aller dans ce sens, il ne sera pas mis en œuvre. Et pour défendre le SAS dont vous parliez, pas d'assouplissement de la quatorzaine, c'est pas à l'ordre du jour.
tout le monde doit y passer, le même délai, on reste sur les 14 jours même pour les personnes vaccinées? Pour l'instant, c'est le choix qui a été fait, effectivement, de maintenir un système de quatorzaine stricto sensu, y compris pour les personnes vaccinées. Mais vous le savez, une réflexion également est en cours pour envisager un SAS adapté pour les personnes qui auront fait l'objet d'une vaccination. Il faut s'assurer que la vaccination est effective, encore une fois. Il faut s'assurer que scientifiquement, le risque, si on réduit la durée, parce que c'est de ça dont il s'agit, de quatorzaine, permet de garder le même niveau de sécurité que pour les personnes qui ne seraient pas vaccinées et qui resteraient 14 jours. C'est tout ça qui est encore à l'analyse. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord, hein, clairement, entre eux sur ce point-là, et ça nécessite encore d'aller chercher de l'information scientifique au niveau mondial pour essayer d'aller chercher le meilleur équilibre en ce sens. Concernant l'espace aérien, il avait été complètement fermé, il commence à se réouvrir, mais en revanche, l'aménagement des vols, c'est toujours prolongé jusqu'au 31 octobre. Pour l'instant, pas d'aménagement et c'est pas envisagé. Bon, les vols restent contrôlés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie jusqu'au 30 octobre. C'est la dernière décision que le gouvernement a prise. On reste dans le contexte qui était celui d'avant, c'est-à-dire que ça reste malgré tout des déplacements impérieux, donc pour des raisons de santé, pour des raisons financières, pour des raisons familiales, pour des raisons économiques quand il s'agit de faire venir des personnes dont le système économique calédonien a besoin parce que la compétence n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. C'est toutes ces raisons-là qui restent encore une fois des raisons impérieuses qui vont être appliquées dans les prochains vols qui vont commencer à redémarrer à partir de vendredi prochain, puisque le prochain vol en provenance de métropole est prévu vendredi de la semaine prochaine. Les vaccins, il y a eu une petite baisse d'approvisionnement. Vous êtes assuré maintenant, vous avez vraiment l'assurance de l'État que la Calédonie sera fournie? On a eu effectivement un petit souci la semaine dernière, puisqu'on n'avait pas eu la livraison au niveau que nous avons espéré. Donc les choses se sont adaptées, même si je sais qu'il y a eu un petit mécontentement, et je le comprends, de la part de certaines personnes qui avaient pris un rendez-vous et qui a dû être décalé compte tenu de cette pénurie que nous avons subie. On a eu des livraisons plus importantes dès vendredi dernier, à nouveau ce vendredi. Pas encore à la hauteur complètement de ce que nous espérons, donc on monte en puissance, mais en essayant de maîtriser les choses pour éviter à nouveau ce genre de désagrément. Mais à partir de la semaine suivante, on devrait arriver à un rythme de livraison constant cette fois-ci, plus conforme à ce que nous souhaitions, même si je pense qu'on peut encore aller au-delà, mais ça fait l'objet de discussions que j'ai avec le ministre des Outre-mer et les autorités sanitaires nationales. Mais déjà quand même à peu près 10 000 doses par semaine, ce qui correspond à un bon niveau de vaccination et à une capacité donc de vaccination de nos centres de vaccination. Thierry Santa, le temps passe. Je voudrais avoir votre avis encore sur deux questions d'actualité qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Un mot peut-être sur la vente de l'usine du Sud, c'était l'un des événements de ces derniers jours. La vente est enfin effective, alors que c'est un dossier qui nous a occupés et qui a créé de très très vives tensions en Nouvelle-Calédonie depuis décembre 2020. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Vous êtes soulagé, vous êtes satisfait qu'un accord soit intervenu, que les emplois aient pu être sauvés? Vous savez, quand deux groupes antagonistes se mettent autour de la table avec la volonté de trouver une solution et arrivent à trouver cette solution qui passe forcément par un compromis entre les positions fortement antagonistes au départ, et c'était clairement le cas sur ce sujet, je ne peux que être satisfait. C'est ce que je pratique tous les jours au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et c'est parce que je suis tellement convaincu que c'est par ce genre de méthode et de démarche qu'on arrive à des solutions durables. Quand quelqu'un veut imposer quelque chose à l'autre, même s'il y arrive au moment où il le décide, c'est la meilleure manière de faire pour que ce soit contesté et remis en cause le lendemain. Alors que quand on arrive à trouver un accord, un consensus, et que même s'il ne satisfait pas pleinement toutes les parties, il est suffisamment équilibré pour qu'il puisse durer dans le temps. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui a été fait, et donc je ne peux que saluer cet accord qui a été trouvé. Dans un tout autre domaine, on est le 2 avril, dans 3 jours, le Congrès pourra demander ou non l'organisation du 3e référendum. Vous en pensez quoi? Faut y aller? Faut différer? C'est pas le moment?
Vous savez, j'ai toujours dit qu'un troisième référendum binaire tel qu'il est prévu par la loi n'est pas la solution. Et je pense que maintenant tout le monde l'a compris et tout le monde, d'une certaine façon, le dit, ou peut-être pas publiquement, mais en tout cas le pense. Maintenant, si cette demande est formulée par qui que ce soit, en l'occurrence, je pense qu'on aura le temps, encore, de faire évoluer éventuellement la question du troisième référendum, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc, on verra ce que chacun décidera de faire, parce que c'est les groupes au Congrès qui ont la capacité de faire cette demande. Mais si c'est le cas, j'espère que chacun aura l'intelligence d'aller chercher, encore une fois, ce compromis que j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, et que la question ne soit pas celle qui a été posée aux 2 premiers référendums, que ce soit une question beaucoup plus constructive pour l'avenir de notre pays. Pour être clair, une question qui porterait plutôt sur un statut ou sur une solution. Sur une nouvelle solution. Eh bien, nous saurons ça dans quelques jours ou dans quelques semaines. Vous disiez au début de cet entretien que vous ressentiez de la fierté, du soulagement aussi, on imagine. Vous avez eu un peu clairement. peur quand vous avez vu les choses repartir début mars? Très honnêtement, je n'étais pas du tout sûr. Le 7 mars, quand on a découvert ces cas locaux en Nouvelle-Calédonie, je n'étais pas du tout sûr de notre capacité à retrouver notre statut Covid-free. Et c'est pour ça, je remercie à nouveau, mais franchement, très sincèrement, tout le monde, que ce soit les Calédoniennes, les Calédoniens eux-mêmes, mais nos directions opérationnelles, nos institutions. C'est vraiment parce qu'on a été unis et solidaires qu'on a réussi à nouveau à casser la propagation à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie de ce virus mortel et là dans le monde. Thierry Santa, présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation.